La fumée blanche est-elle pour aujourd'hui? La démission de Gabriel Attal va-t-elle cette fois être acceptée? On va en parler en plateau avec Antoine Comte, notre éditorialiste politique. Bonjour à vous. Rebonjour à vous. Et Mathieu Hoc, secrétaire général du Millénaire. Merci Bonjour. d'être avec nous. On en parle dans un instant, juste après ce détour, justement par l'Élysée. On va retrouver Gilles Papin. Gilles, pour les toutes dernières informations, on en est où de ce Conseil des ministres un peu particulier? C'est le premier depuis la victoire du nouveau Front populaire aux législatives et peut-être donc le dernier de ce gouvernement de Gabriel Attal. Eh bien, écoutez, Flore, ce que je peux vous dire, c'est que tous les ministres sont arrivés. On a vu une vague arriver entre 11h15 et 11h30, puisque le Conseil était prévu à 11h30. Ce que l'on sait, c'est qu'à l'issue de ce Conseil, il n'y aura pas de compte-rendu par la porte-parole du gouvernement. Et normalement, Gabriel Attal devrait présenter à nouveau la démission de son gouvernement au chef de l'État. Démission qui, cette fois-ci, sera acceptée. Deux avantages à ce dispositif d'avoir un gouvernement démissionnaire mais qui restera en place pour expédier les affaires courantes, c'est que le gouvernement donc ne pourra pas se faire renverser dans l'hémicycle par une motion de censure puisqu'il est démissionnaire. Et deuxième avantage, c'est que les ministres qui se sont fait réélire députés, c'est le cas de Gabriel Attal notamment, pourront siéger jeudi à jour de l'ouverture de la nouvelle législature dans l'hémicycle. Ils pourront prendre part à l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale, une élection qu'Emmanuel Macron va d'ailleurs surveiller de près puisque le candidat qui sera élu au perchoir donnera une indication politique à ce nouvel hémicycle. Emmanuel Macron en saura un petit peu plus sur ce fameux arc républicain qu'il veut réunir pour pouvoir gouverner de la gauche à la droite et ensuite choisir un Premier ministre qui lui présentera un gouvernement qui risque pas donc de se faire renverser quelques jours après par une motion de censure. Voilà, Conseil des ministres qui devrait être très rapide d'après ce que l'on nous dit. On verra à l'issue de ce Conseil si certains ministres sortants prendront la parole dans la cour d'honneur de l'Élysée. Merci beaucoup Gilles Papin, on vous retrouvera donc tout au long de la journée à l'Élysée. Antoine Comte, ça fait beaucoup de questions, c'est vrai, qui se posent avec ce peut-être donc dernier Conseil des ministres pour le gouvernement de Gabriel Attal. Gilles vient nous dire que peut-être que ça pourrait être rapide. On se pose cette question puisqu'il n'y aura pas de prise de parole à l'issue de Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, comme c'est d'usage. Oui, absolument. Beaucoup de questions qu'on aurait aimé lui poser du coup à Prisca Thévenot, comme c'est l'usage, vous l'avez très bien dit, Flore, ce temps avec la presse à l'issue des conseils des ministres jusqu'à présent. Là, ça ne sera pas le cas parce que j'imagine que Prisca Thévenot aurait eu de nombreuses questions sur la suite. Ouais. Et voilà, c'est un petit peu compliqué dans ce rôle de porte-parole d'endosser l'ensemble de la responsabilité de ce qui va se passer. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que Gilles Papin nous parlait d'un Conseil des ministres court. J'imagine que ça devrait en effet être le cas parce que je pense que Emmanuel Macron veut aussi éviter peut-être des prises de parole de certains de ses ministres qui étaient hostiles à la dissolution. Ça, on peut clairement le dire. Et notamment le Premier ministre Gabriel Attal, qui a eu des mots quand même assez sévères vis-à-vis de la décision d'Emmanuel Macron au soir des élections européennes de dissoudre cette Assemblée nationale. Donc évidemment, il y aura des prises de parole de chacun ministre. Elles sont sans doute en cours sur un petit peu le bilan, l'expérience gouvernementale de chacun. Mais je pense que le chef de l'État veut aussi éviter des prises de parole critiques liées à sa décision de dissoudre et puis finalement de l'instabilité politique qui règne aujourd'hui dans le pays. Ce qui est intéressant aussi, et Gilles Papin l'a aussi rappelé, c'est que on devrait avoir donc un gouvernement et un Premier ministre qui devrait remettre sa démission, et cette démission devrait être donc acceptée cette fois-ci, et donc un gouvernement démissionnaire, ce qui permettrait à l'ensemble des ministres réélus députés au second tour de ces législatives il y a quelques jours, de pouvoir siéger donc, dans l'Assemblée nationale et donc de pouvoir voter. Ce qui n'était pas le cas. Vous savez qu'un ministre ne peut pas, qui est également député, ne peut pas voter. Et il y a une journée décisive, c'est la journée de jeudi du 18 juillet, où on a l'élection de la future présidente de l'Assemblée nationale, mais aussi la constitution des différents groupes. Et en fait, tout ça, mis bout à bout, va donner la couleur de la future Assemblée nationale. Donc le bloc central, le camp macroniste, ne veut pas se priver du vote de l'ensemble de ces ministres ou ex-ministres, démissionnaires, ministres députés. Mathieu Hoc, c'est ça qui se joue aussi pour les ministres sortants?
si on peut les appeler ainsi pour le moment. Oui, tout à fait. C'est plutôt pour le président de la République, en fait. La difficulté qu'a le président de la République aujourd'hui, c'est de pouvoir nommer un Premier ministre parmi dans les rangs de l'Assemblée nationale, puisqu'évidemment, il y a une difficulté sur est-ce que c'est un Premier ministre du Nouveau Front Populaire, un Premier ministre plutôt d'une coalition nationale. Donc, il a cette option aujourd'hui du gouvernement démissionnaire. Ça veut dire que Gabriel Attal resterait aux manettes après avoir déposé sa démission. Il faut que Emmanuel Macron accepte sa démission. Ensuite, il faut que les différents ministres qui ont été réélus, donc qui sont au nombre de 17, vont pouvoir être à la fois membres du gouvernement, donc qui va être chargé d'expédier les affaires courantes, donc c'est-à-dire ne pas prendre d'engagements politiques qui vont mettre en balance, on va dire, le prochain gouvernement, justement, et ils vont pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. Or, normalement, la règle constitutionnelle, c'est séparation des pouvoirs entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. La difficulté que va avoir le président de la République, du coup, c'est la question de la durée de ce gouvernement démissionnaire. L'usage veut que en période de transition gouvernementale, on a un gouvernement démissionnaire de quelques jours en réalité. L'exemple de 93, où la droite récupère Matignon après, donc, où justement François Mitterrand doit nommer Édouard Balladur, répond de ce sens-là. Il y avait quelques jours de gouvernement démissionnaire du précédent gouvernement socialiste. Or là, il se pourrait que ce gouvernement démissionnaire dure plus longtemps que prévu, puisqu'il y a une incertitude très forte sur le choix du Premier ministre. Et vous l'avez dit, il y a aussi cette question qui se pose de la séparation des pouvoirs. Gabriel Attal, il pourrait rester Premier ministre en charge des affaires courantes, tout en prenant la tête du groupe Renaissance, qui aurait ce nouveau nom, Ensemble. Et c'est pour ça que je dis qu'il y aura peut-être une jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la durée de cette procédure. Sur ce qui est de la possibilité de le faire, c'est possible, puisque, comme je vous le disais, l'exemple de 93 l'atteste. En revanche, on peut pas. Est-ce que justement un gouvernement démissionnaire pourrait durer plusieurs semaines, voire jusqu'à octobre éventuellement? Ça paraît beaucoup plus compliqué. Antoine ? C'est pour ça que la situation est totalement inédite, voire historique. Après, voilà, le Conseil constitutionnel, c'est aussi qu'il y a un événement majeur qui s'appelle les Jeux Olympiques, événement mondial, et que l'ensemble de ces ministres ont travaillé aussi à l'organisation de cet événement. Donc, est-ce que le Conseil constitutionnel va en tenir compte en disant voilà, on a des ministres qui connaissent le sujet et donc il faut maintenir en poste et qui gèrent seulement les affaires courantes? Je rappelle que gérer les affaires courantes, ça veut dire pas de prise de parole politique. J'imagine, par exemple, et on ne le souhaite pas évidemment, un attentat ou en tout cas une attaque durant ces JO. Gérald Darmanin, on ne sait pas s'il va rester en poste ou pas. Lui avait plutôt dit qu'il quitterait le gouvernement. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines minutes, peut-être dans les prochaines heures. Mais il ne pourra pas s'exprimer politiquement sur un fait aussi majeur et aussi gravissime s'il y a lieu. Donc voilà, ça peut poser aussi des problèmes de prise de parole politique. Voilà, gestion des affaires courantes, ça porte bien son nom. On gère les affaires courantes, mais on ne peut pas s'exprimer politiquement. Mathieu. Et effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, ça veut dire qu'il n'y aura pas de déclaration de discours de politique générale. Absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Gabriel Attal ne va pas pouvoir faire un discours où justement il va pouvoir exprimer une vision politique pour le pays. Donc ça veut dire que justement les mesures qui seront faites seront des mesures qui seront d'ordre administratif. C'est vraiment faire continuer les services publics, continuer l'administration, faire continuer. Imaginez les prochaines séances publiques à l'Assemblée nationale. Gabriel Attal ne va pas poser une question à Gabriel Attal. Enfin, vous voyez, voilà. Oui, ça ne peut être que ponctuel. Voilà, ça peut être que ponctuel. Qui va répondre à quel ministre, puisque ce ministre est lui-même député? Enfin voilà, c'est juste assez lunaire, mais en même temps, c'est aussi la Constitution qui l'impose. Donc, on va voir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que voilà, peut-être que ce gouvernement va se maintenir durant les JO, peut-être jusqu'aux Jeux paralympiques, mais qu'après, il va falloir très vite trouver une solution politique. En tout cas, juste pour revenir à cette démission de Gabriel Attal qui doit être déposée, est-ce qu'Emmanuel Macron, est-ce qu'on peut imaginer que le président la refuse une deuxième fois? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, et même ça peut être une hypothèse qui est sérieusement envisagée. Là, ce qui a été rappelé dans votre reportage, c'est que justement, un gouvernement démissionnaire permet deux choses. Un, effectivement, le fait, et c'est là qui est la réalité en fait de ce choix de faire le gouvernement démissionnaire, c'est de pouvoir justement bénéficier de ministres qui puissent siéger à l'Assemblée nationale. Et ça va compter énormément pour l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale qui va se jouer à quelques voix près, puisqu'il y a une dizaine de sièges entre le Nouveau Front populaire et le bloc central, le bloc de la majorité présidentielle, entre 170 contre 182. Ça veut dire que justement ces 17 ministres seront vraiment véritablement très importants. Le deuxième avantage, c'est de ne pas avoir de motion de censure. Mais ce qu'il faut rappeler quand même sur la question de la démission du Premier ministre, elle est véritablement à la main du président de la République. La tradition républicaine veut qu'en fait, dès qu'un Premier ministre arrive à Matignon, il signe
une lettre de démission en blanc et qu'en fait le président de la République doit la tamponner en fait. Et donc ça montre que ce n'est qu'au président de la République de pouvoir l'accepter. Pour pouvoir accepter une démission, Emmanuel Macron donc a deux possibilités. Il peut refuser la démission telle qu'elle est faite. D'ailleurs, c'est d'usage dans la tradition républicaine, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a des élections législatives, que le camp présidentiel les gagne ou les perde, le Premier ministre remet systématiquement sa démission. L'autre option, et ça pourrait être après une motion de censure, mais on a déjà l'exemple de 1962 qui nous indique que le général de Gaulle n'avait pas accepté la démission de Georges Pompidou après la motion de censure du gouvernement qui avait fait tomber le gouvernement Pompidou. Donc un président de la République, même en cas de motion de censure, peut refuser la démission d'un Premier ministre. Cela étant, il faut avoir du capital politique suffisant nécessaire. Le général de Gaulle avait le capital politique puisqu'ensuite après il a dissous l'Assemblée nationale, là où Emmanuel Macron a beaucoup moins de capital politique et beaucoup moins de marge de manœuvre puisque son camp a perdu les élections européennes et en quelque sorte les élections législatives. Et on continue de parler de la politique. On va se pencher un peu plus à gauche maintenant, puisque pendant ce temps-là, la gauche, sorti vainqueur des urnes, continue de se diviser. Le nouveau Front populaire n'a toujours pas donné de nom pour Matignon. On prend la direction justement de l'hôtel de Matignon où nous attend Elliott Samuel. Rebonjour à vous, Elliott. C'est vrai qu'ils ne sont toujours pas d'accord à gauche. Oui, le mystère qui reste entier pour savoir qui s'installera ici à Matignon dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Désormais, la gauche qui donc n'arrive toujours pas à s'entendre sur un nom après 9 jours de tractation et malgré ce nouveau nom proposé hier, cette fois-ci par les socialistes, les écologistes et les communistes. Ce nom, c'est bien sûr celui de Laurence Tubiana, les Insoumis qui ont très rapidement affirmé qu'elle était trop Macron compatible. La proposition est donc rejeté du côté des Insoumis qui ne veulent pas d'une proposition, d'une candidature provenant de la société civile, des Insoumis qui ont pour l'heure mis en pause les tractations sur la formation de ce nouveau gouvernement tant qu'il n'y aura pas de consensus sur une candidature unique pour la présidence de l'Assemblée nationale. C'est vous dire à quel point les tractations sont au point mort pour l'heure du côté de la gauche qui pour l'heure est donc dans l'attente. Ce Premier ministre sera-t-il véritablement de gauche? Impossible de répondre pour l'heure à cette question. Emmanuel Macron qui en tout cas n'a pas de limite de temps pour nommer son tout nouveau Premier ministre. Elliott Samuel et Emmanuel Macron qui a priori a pas mal de retard, Antoine Comte. Oui, ce qu'on nous dit, les dernières informations là qu'on vient d'avoir, c'est que le Conseil des ministres n'aurait toujours pas débuté. Il devait débuter à 11h30. Tous les ministres sont arrivés, ils attendent. Donc voilà, pas plus d'informations que ça, mais en tout cas, il est 12h, presque 12h15, midi et quart. Il est 3 quarts d'heure de retard pour ce Conseil des ministres, qui donc devrait finir plus tard que prévu. Et donc sans prise de parole, on le rappelle, de la porte-parole actuelle du gouvernement, Prisca Thévenot, à l'issue. Donc en ce qui concerne la gauche, Elliott Samuel vient de nous le redire, la gauche continue de se diviser entre les Insoumis et les autres, notamment autour de cette candidature de Laurence Tubiana, une candidature jugée peu sérieuse, pas sérieuse même pour le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard. Retour justement sur ces dernières heures et les réactions avec Marion Lompageux. C'est l'impasse à gauche. LFI a suspendu hier les discussions sur la formation d'un gouvernement. Pour le parti de Jean-Luc Mélenchon, la candidature de Laurence Tubiana au poste de Premier ministre est inenvisageable. C'est effectivement ce profil sur lequel travaillent nos partenaires. Je tombe de ma chaise. En quelque sorte, faire re-rentrer par la fenêtre les macronistes qui ont été chassés par les électrices et les électeurs au moment des élections législatives, c'est une proposition qui ne me semble pas sérieuse. Mais pour le premier secrétaire du Parti socialiste, Laurence Tubiana, issue de la société civile, est au contraire la candidate idéale. Donc elle correspond complètement à ce que nous portons depuis longtemps et depuis cette campagne singulièrement. Donc faire en sorte d'arriver à avoir une République qui soit sociale et écologique. Accusée d'être une candidate Macron-compatible au poste de chef de gouvernement par LFI, les 3 autres partis du nouveau Front populaire s'en défendent. Elle a refusé d'être ministre d'Emmanuel Macron, elle accepte d'être la première ministre du nouveau Front populaire. Voilà ce que je réponds à cela. Et on invoque une tribune dans laquelle elle évoquait avec d'autres la nécessité de trouver des grands compromis républicains. Et d'élargir le nouveau Front populaire. Et d'élargir notre projet. Mais à l'Assemblée nationale, c'est bien ce qu'il va falloir faire pour pouvoir avancer. La France insoumise veut que les discussions se concentrent désormais sur la présidence de l'Assemblée nationale avant d'envisager toute formation de gouvernement.
Et le député socialiste Arthur Porte était tout à l'heure avec nous. Il nous disait qu'il y avait un accord, en tout cas pour la présidence de l'Assemblée nationale. Ils allaient tous donner un nom ensemble. C'est vrai que quand on voit ce qui se passe déjà pour Matignon, Mathieu Hoc, on a du mal à croire qu'ils vont pouvoir se mettre d'accord si facilement. En effet, ce qui se joue aujourd'hui à gauche, ce n'est pas réellement l'organisation de la présidence de l'Assemblée nationale et du nouveau gouvernement. C'est plutôt une lutte d'influence. Parce qu'il y a en réalité deux grilles de lecture qui s'affrontent et qui sont deux grilles de lecture assez traditionnelle quand on regarde les exemples de coalition dans les autres pays européens. Il y a celle de la France insoumise qui considère que le parti arrivé en tête doit justement proposer un Premier ministre, quitte après à donner la présidence de l'Assemblée nationale à un socialiste ou à un autre parti. Ça a été par exemple le cas de la coalition de droite entre l'UDF et le RPR, où justement le RPR est arrivé en premier en 86 aux élections législatives, et donc François Mitterrand a nommé Jacques Chirac plutôt et Balladur, par exemple. En revanche, sur la deuxième grille de lecture, c'est la grille du Parti socialiste qui considère que justement il faut élargir la majorité relative du nouveau Front populaire parce qu'elle subirait une motion de censure quasiment automatique dès lors que les macronistes la voteraient ou la déposeraient. Et donc, eux jouent justement l'élargissement à l'Assemblée nationale en justement cherchant un Premier ministrable qui soit justement le plus petit dénominateur commun avec la France insoumise jusqu'aux macronistes. On comprend que ça va être compliqué, ces divisions à gauche. Évidemment, elles entachent aussi, entre guillemets, la réputation de ce nouveau Front populaire. Il y a eu quand même un élan. Les Français ont voté en masse pour cette alliance de gauche. Et puis finalement, ça se délite un peu. Oui, on parlait à une époque de la droite la plus bête du monde. Je crois que là, on a un peu la gauche la plus bête du monde. Ils proposent un nom. Un coup, c'est les Insoumis qui proposent. Huguette Bellour, rappelez-vous, présidente de La Réunion en fin de semaine dernière. Finalement, ça ne convenait pas au PS. Là, cette fois-ci, c'est le PS qui propose Laurence Tubiana. Ça ne convient pas aux Insoumis. Ils considèrent qu'elle a un profil trop Macron-compatible. Donc voilà, c'est un petit peu risible et un petit peu désespérant de voir finalement un bloc de gauche qui répète à longueur de journée qu'ils ont gagné et que les macronistes ne reconnaissent pas leur victoire, mais qui sont dans l'incapacité en même temps de proposer un nom pour Matignon. Alors après, c'est vrai que finalement, le second tour de ces élections législatives est assez récent, donc trouver un nom et se mettre d'accord sur un nom en si peu de temps, c'est quand même pas simple. Néanmoins, le temps presse et la montre joue quand même contre la gauche aujourd'hui, parce qu'il faut qu'un nom soit proposé là dans les toutes prochaines heures. Je rappelle cette date clé et décisive du 18 juillet, donc de jeudi, avec l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale, la constitution des groupes. Enfin voilà, il va falloir que le Parti socialiste et ses alliés, et bien sûr les Insoumis, se mettent d'accord. Il y a deux options. Soit LFI finalement est d'accord sur ce nom, sur le nom de Laurence Tubiana, ce qui semble loin d'être le cas et visiblement ils ne lâcheront pas. Soit... C'était un peu le souhait d'Arthur Delaporte tout à l'heure. Oui, absolument. Nous disait. Mais ça semble compliqué, il semble assez compliqué à convaincre aujourd'hui. Soit finalement, tous les alliés de la France insoumise du nouveau Front populaire s'émancipent de la France insoumise, la laisse un petit peu seule de son côté et essaie de constituer une large coalition avec les macronistes. Le nom de Laurence Tubiana est un nom qui pourrait largement convenir à des personnalités politiques macronistes telles que Gabriel Attal. Je rappelle qu'elle a été la Madame Convention citoyenne sur le climat. Voilà, c'est ce qu'il reproche. Après, c'est pas non plus une macroniste pur jus. Elle a refusé un poste de ministre de l'écologie sous Emmanuel Macron. Donc voilà, je pense que les Insoumis voulaient imposer leur nom, qu'ils n'y arrivent pas et que c'est une petite vengeance politique. Derrière tout ça, je ne sais pas si les électeurs et les Français s'y retrouvent bien. Mathieu Hoc. Oui, il faut se rappeler aussi de pourquoi le nouveau Front populaire existe. Le nouveau Front populaire, il avait deux objectifs. Le premier, c'était battre le Rassemblement national, ça a été fait. Et le deuxième, c'était de sauver les postes, donc de pouvoir justement attribuer davantage de circonscriptions aux élus socialistes, aux élus écologistes, aux élus communistes et aux élus insoumis. Ces deux objectifs-là ont été atteints, mais par contre, effectivement, le plus dur commence. Et donc, ce qui se joue, on va dire, pour le nouveau Front populaire, c'est justement la nomination du Premier ministre qui se fait finalement en deux tours. C'est-à-dire que les deux forces politiques majeures dont je vous ai rappelé qu'ils avaient une grille de lecture différente, le Parti socialiste et les Insoumis, ont d'abord choisi de proposer un nom qui venait de leur propre parti. C'est pour ça que les Insoumis ont proposé Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, Manuel Bompard ou Clémence Guettet. Et les socialistes ont proposé Olivier Faure, peut-être Najat Vallaud-Belkacem, etc. Or, les deux partis ne s'entendant pas sur grand-chose en termes de projets politiques, ils ne pouvaient pas soutenir un Premier ministre qui ne venait pas de leur propre parti. Donc, ce qu'il se joue actuellement, c'est de proposer des noms qui ne soient plus des noms de des personnalités de ces partis politiques-là, mais des personnalités qui sont
qui sont proches ou qui sont justement qui ont une proximité intellectuelle avec ces partis-là. C'est pour ça que la France Insoumise a proposé le nom justement de la présidente de la région, la Réunion, qui a été sur la liste aux européennes pour les Insoumis, et justement que les socialistes proposent le nom de Toubiana, qui est justement proche socialiste. Est-ce que cela va pour autant aboutir à un accord? Comme vous l'avez rappelé, il faut que l'un ou l'autre cède, et pour cela, ce qui peut se jouer et qui peut être mis en balance, c'est la présidence de l'Assemblée nationale. Justement. Et est-ce qu'on peut imaginer, pardon Antoine, je vous redonnerai la parole juste un instant, mais est-ce qu'on peut imaginer justement qu'on se décide d'abord sur la présidence de l'Assemblée nationale avant Matignon? Alors, ça semble compliqué dans cet ordre-là, mais ce qui semble vouloir se passer, puisque moi, les informations que j'ai, c'est que la gauche, alors attention à prendre avec de grosses pincettes, mais aurait trouvé un accord, l'ensemble des 4 formations politiques, sur un nom à donner pour le perchoir. Ce qui est loin d'être le cas, donc on l'a vu pour Matignon. Mais par contre, qu'est-ce qui peut se passer pour Matignon? Aujourd'hui, et certains socialistes sont pour, c'est de proposer un vote réunissant les 4 formations politiques du Nouveau Front Populaire en disant voilà, on propose ce nom et votons pour savoir si à la majorité des suffrages ce nom est choisi. Et aujourd'hui, quand vous regardez le rapport de force au sein du Nouveau Front Populaire, vous avez le Parti Socialiste, les écologistes et les communistes qui semblent d'accord sur Laurence Toubiana, et vous avez la France Insoumise derrière, même si la France Insoumise numériquement a le plus de sièges au sein de ce bloc elle en a de perdu, gauche. Elle en a perdu alors que le Parti Socialiste en gagne, les écologistes en gagnent, les communistes un peu plus compliqués, et Fabien Roussel, leur leader, a d'ailleurs perdu sa circo. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a un vote aujourd'hui pour savoir si Laurence Toubiana est une bonne candidate qu'il faut envoyer à Matignon, eh ben, le PS, les écologistes et les communistes seront en position de force pour imposer ce nom, s'il y a un vote. Oui, la Après, il faut que les Insoumis l'acceptent. La dynamique a changé par rapport à 2022, c'est sûr. Alors effectivement, la dynamique à gauche a changé, c'est-à-dire qu'il y a eu un rééquilibrage des forces au sein de l'Alliance de gauche, un rééquilibrage au profit des socialistes et des écologistes. J'apporterai néanmoins un point de nuance sur cela, qui est quand même que ce soit les élus socialistes le disent en coulisses, mais que ce soit les élus socialistes ou les élus écologistes ou les élus communistes, la plupart ont quand même été élus grâce aux voix de la France Insoumise. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a quand même gagné la bataille idéologique à gauche, puisque c'est lui qui a été le candidat de la gauche le plus important en 2017 et en 2022. Et il ne faut pas oublier que cette Assemblée nationale-là, cet attelage-là, qui est quand même politiquement assez instable, pourrait justement repartir aux élections dans une nouvelle phase d'élections législatives anticipées d'ici un an. Si on regarde les premiers points qu'ont donné le Conseil constitutionnel, ça serait la première semaine de septembre de l'année prochaine, donc septembre 2025, puisqu'on ne peut pas organiser d'élections au cours de l'été, pardon. Donc, la question qui se pose, c'est comment on va aborder pour l'Alliance de gauche, comment aborder ces élections législatives anticipées. Je pense qu'ils ne pourront pas le faire sans les voix de la France Insoumise, des électeurs de la France Insoumise. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon avait dit à Olivier Faure. Le nom Jean-Luc Mélenchon, ça fait ouvrir des portes au sein des électeurs de gauche, notamment dans certains quartiers populaires. Ce n'est pas le cas d'Olivier Faure, ce n'est pas le cas de François Hollande. Il l'avait bien rappelé déjà au soir justement du premier tour des législatives. Donc la question qui va se poser quand même, c'est que la gauche ne pourra pas faire sans la France Insoumise, puisque en cas de législative anticipée l'année prochaine ou en cas d'une présidentielle, ils ne pourront pas faire sans les voix des France Insoumises. On comprend bien, Antoine Comte, que c'est compliqué. Jean-Luc Mélenchon, sa position, elle est vraiment délicate. C'est une position d'équilibriste parce qu'effectivement, c'était lui qui avait cet élan en 2022. 2 ans après, beaucoup moins. Son nom, au contraire, peut même parfois faire fuir certaines voix, certains électeurs. Comment gérer ça au sein des Insoumis ? C'est très compliqué. Et puis, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a 2 familles au sein des Insoumis. Vous avez ceux qui ont décidé de s'émanciper de Jean-Luc Mélenchon. Je pense à François Ruffin, Clémentine Autain, Alexis Corbière, Daniel Simonet. Ceux qui ont été purgés, d'ailleurs, par la France Insoumise. Pas tous. Clémentine Autain et François Ruffin avaient quand même gardé l'investiture LFI, mais ce n'est pas le cas d'Alexis Corbière, de sa compagne Raquel Garrido ou de Daniel Simonet, qui, eux, ont quand même gagné, sauf Raquel Garrido qui a dû se désister au second tour. Elle était arrivée 3e, mais ce sont quand même des gens purgés, comme ils le disent, et qui ont d'ailleurs monté leur association aujourd'hui qui s'appelle l'Après, et qui vont siéger pour la plupart au sein du groupe écologiste. Donc on voit bien qu'il y a une scission vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Et puis de l'autre côté, chez LFI, vous avez, on va dire, les fidèles de Jean-Luc Mélenchon, les historiques, le canal historique. Et ceux-là, en fait, ils veulent pas lâcher. Ils disent que sans Jean-Luc Mélenchon, la gauche n'existerait pas. Ils rappellent le score de Jean-Luc Mélenchon, 22% lors de la dernière présidentielle, alors que le Parti socialiste avait à peine atteint les
les 2% avec Anne Hidalgo. Sauf que depuis, c'est vrai que le rapport de force commence à s'inverser. Raphaël Glucksmann, 14% aux européennes, alors que Manon Aubry pour la France Insoumise fait à peine 10%. Et puis là, on voit bien qu'il y a une progression, en effet, du Parti socialiste et des écologistes lors de ces législatives. Je crois qu'ils doublent leur nombre de sièges côté Parti socialiste, donc c'est quand même pas rien. Après, c'est vrai que vous avez raison, sans la France Insoumise, aujourd'hui, la gauche n'existe pas non plus. Même si le rapport de force s'inverse, en tout cas, s'il y a d'autres élections et d'autres échéances électorales à venir, il va falloir aussi continuer à dealer avec LFI. Tout à fait, d'autant plus que, très rapidement, si vous préparez des élections législatives d'un point de vue de l'alliance de gauche, vous faites face à 2 sujets électoraux. Le premier point, c'est le déclin électoral de la gauche, c'est-à-dire qu'avant, jusqu'à François Hollande, la gauche pesait 45% des voix, on va dire, des Français. Aujourd'hui, elle n'en pèse que 30% quand vous regardez toutes les élections présidentielles, européennes, législatives. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de réservoirs de voix pour pouvoir aller justement bâtir une alliance de gauche sans les macronistes. Et le deuxième point, c'est le déclin électoral d'un point de vue géographique. C'est-à-dire que quand vous regardez l'ensemble des circonscriptions, il y a énormément de circonscriptions dans les territoires ruraux où la gauche, toutes les voix de gauche cumulées ne font à peine 20%. Et c'est pour cela que le nouveau Front populaire a dû se désister aussi massivement, parce que dans un certain nombre de circonscriptions, quand vous avez une tripartition de la vie politique, ils arrivent 3e. Merci beaucoup Mathieu Hoc.